Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission bimensuelle Les marchés en live. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 septembre 2023. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste indépendant, vulgarisateur boursier. Nous allons aujourd'hui parler des indices boursiers, de l'or, du bitcoin, de la hausse du pétrole, des banques centrales, de l'actualité. Nous allons, comme à chaque émission, regarder l'actualité mais également les graphiques macroéconomiques pour mieux comprendre ce qu'il se passe sur la planète finance, les graphiques des principaux actifs, puis vos actions préférées. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par moi-même s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. J'en profite pour remercier mes partenaires de toujours, Trade Republic, le courtier que j'utilise au quotidien, et Citi, le spécialiste des produits de bourse. Si vous avez lu ma dernière newsletter, vous avez pu voir que j'ai retrouvé Mathias Bacchino, le président France de Trade Republic, et également Gabriel Sicoury, le responsable des produits de bourse de chez Citi, chez Brigitte. Brigitte, l'institution parisienne, le super restaurant dans lequel j'ai pu retourner à mon passage éclair sur Paris. Me voilà de nouveau sur mon île de la Réunion avec le soleil et la mer. Ça fait très plaisir. Nos rendez-vous donc pour les semaines, les mois à venir. Un mardi sur deux, on se retrouve pour le point de marché en live que vous êtes en train de suivre ou de regarder a posteriori. Si vous le regardez a posteriori sur YouTube ou autre réseau, je vous salue également. Content de vous retrouver. Tous les jours pour des infos et des graphiques, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Enfin, un mercredi sur deux, vous avez ma newsletter. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez aller sur nicolachéron.fr, c'est gratuit et vous recevrez une newsletter tous les 15 jours. J'en profite pour vous remercier. Vous êtes plus de 27 000 personnes inscrites à ma newsletter. Et fait marquant, vous êtes entre 53 et 55% à ouvrir les emails toutes les 2 semaines. C'est un fait rare, marquant, pour lequel je vous remercie énormément parce que généralement pour les newsletters gratuites, on est plutôt autour de 35% de taux d'ouverture. À 55%, on m'a laissé entendre qu'on était sur des niveaux très élevés. Ça veut dire que vous êtes engagés et pour cela, je vous remercie du fond du cœur. Au sommaire de cette émission, un focus marché, les derniers développements, un top flop macro, puis des graphiques à gogo. Sans plus attendre, c'est parti. On commence avec le focus marché que voici. Vous l'aurez remarqué, un jour ça monte, un jour ça baisse, un mois ça monte, un mois ça baisse, mais au final, depuis 4 mois, il ne se passe rien, que ce soit sur le Nasdaq, sur le S&P 500, sur le CAC 40, le DAX, l'Eurostoxx. Les marchés boursiers sont scotchés, soutenus par les espoirs d'un avenir plus radieux, pressurisés par le ralentissement chinois, une inflation élevée et des bénéfices aux États-Unis qui dans la première partie de l'année étaient en recul. Donc voilà, on a des éléments de soutien, des éléments de pressurisation, on n'arrive pas à en sortir et depuis 4 mois, c'est le calme plat. À court terme aussi, c'est l'attentisme. Les investisseurs attendent la décision de la Fed mercredi soir. Alors que l'incertitude s'accroît sur l'ampleur du resserrement monétaire qu'il reste à accomplir, les marchés s'attendent à une pause dans les hausses de taux, mais à un relèvement supplémentaire d'ici la fin de l'année. Donc en gros, en Europe, la semaine dernière, on a eu rendez-vous avec la BCE qui a monté les taux d'intérêt, qui a laissé entendre que c'était certainement pratiquement la dernière fois. Sur l'Europe, on est quasi sur un top au niveau des taux d'intérêt. Il y a une petite probabilité qu'il y ait encore une hausse de taux d'intérêt. Aux États-Unis, c'est plus ou moins sensiblement la même chose, si ce n'est que le marché s'attend à une pause ce mois-ci et quand même avec une forte probabilité à un dernier potentiel relèvement de taux d'ici le mois de novembre.
Mais grosso modo, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, les taux d'intérêt sont montés très vite, très fort. En Europe, on a eu 10 hausses de taux, c'était la 10e. Et on arrive sur un top au niveau des taux d'intérêt parce que les États-Unis comme l'Europe savent que s'ils montent les taux d'intérêt plus fort, ça va pressuriser le consommateur, ça va pressuriser l'immobilier, ça va pressuriser les entreprises et notamment les petites entreprises parce qu'on le verra, les petites entreprises payent des taux plus élevés que les grandes entreprises. Donc voilà, les politiques monétaires ont fait ralentir la machine économique, l'inflation est en train de retomber, peut-être qu'il y aura encore une hausse de taux en Europe ou aux États-Unis, avec une plus forte probabilité aux États-Unis, mais globalement on n'est pas loin de la fin de la hausse des taux avant un plateau qui pourrait durer un certain temps, puisque les banques centrales doivent maintenir des taux d'intérêt relativement élevés pour continuer de ralentir la machine et faire retomber cette inflation autour de leur objectif qui est, rappelons-le, à 2%. Les décisions de 10 autres banques centrales sont attendues après celle de la Fed cette semaine, dont la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon. C'est ce qui explique donc cet attentisme de très court terme sur la quasi-totalité des bourses mondiales. La solidité inattendue de l'économie américaine va soutenir la dynamique de croissance mondiale cette année, mais le ralentissement observé en Chine pèse sur les perspectives pour l'an prochain, a déclaré mardi l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. En gros, ça va mieux aux US, mais ça va moins bien en Chine. Cette année, il revoit les perspectives un peu à la hausse globalement, mais il revoit également les perspectives à la baisse l'année prochaine. On attend désormais 3% de croissance mondiale en 2023 et 2,7% de croissance mondiale en 2024. Côté pétrole, énergie, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, alerte une nouvelle fois sur les risques d'un resserrement significatif du marché à l'heure où les stocks mondiaux sont faibles. Souvenez-vous, quand il y a eu la guerre en Ukraine, les prix du pétrole étaient autour des $120 sur le WTI. Les Américains ont inondé le marché de pétrole avec leurs réserves stratégiques. Sauf que les réserves stratégiques se sont évaporées, si je puis dire, comme peau de chagrin. On a donc des réserves qui sont faibles, on a des stocks qui sont faibles et on a une consommation qui est sur des records historiques. Donc forcément, ça tire les prix du pétrole vers le haut. L'OPEP aussi entrevoit un déficit entre l'offre et la demande pour la fin de l'année. Ainsi, le pétrole a enchaîné 9 semaines consécutives de hausse, soutenant le secteur pétrolier et également la perspective d'une inflation plus durable qu'escomptée. C'est peut-être pour ça que les banques centrales vont ajuster le tir et peut-être plus tard monter encore les taux une nouvelle fois s'il faut convaincre cette inflation qui reste élevée. On avait parlé du pétrole pendant l'été. On avait parlé d'une entrée potentielle sur Total à 52 €, elle a pris 20% depuis. On avait parlé ensemble de la surveillance du titre ESSO autour des 51-52 €. Il est à 60 €, donc pratiquement 20% de hausse aussi sur ce dossier. Donc voilà, j'espère qu'avec les différents points que j'avais fait sur le pétrole, Total ou ESSO, vous avez peut-être réussi à tirer votre épingle du jeu pendant un été où on n'a pas vu grand-chose se passer, si ce n'est LVMH perdre 15%. Quant au Bitcoin, il évolue dans un range entre 25 et 31 000 $. Il a échoué il y a quelques semaines à 31 000 $. Il a tenu récemment les 25 000 $. On est actuellement à 27 000 $. Donc voilà, on évolue à plat au gré de l'appétit ou de l'aversion pour le risque. Pas beaucoup de news dessus. Concernant l'or, on végète autour de la MM200 jours, mais on notera qu'il y a eu une belle réaction quand même sur les 1900 $. Enfin, vous l'avez peut-être vu en fin de semaine passée, mon partenaire Trade Republic a fait une annonce d'importance puisqu'il lance en avant-première en Europe les fractions d'obligations. Vous allez donc pouvoir pour 1 € acheter des obligations et en plus des fractions d'obligations, vous allez pouvoir tout simplement acheter des obligations d'entreprise comme LVMH,
comme Kering, comme Pernod Ricard, des obligations qui vont vous donner un rendement et qui vont vous permettre de diversifier votre portefeuille. Et puis, suite à l'annonce de la BCE de remonter les taux d'intérêt à 4% la semaine dernière, eh bien Trade Republic a décidé de reverser ces fameux 4% à ses clients. Alors attention, c'est 4% moins la flat tax, donc ça vous fait du 2,8% net, mais c'est quand même significatif. Ça veut dire que pour ceux qui auraient déjà un livret A de rempli à 3% garantie, et bien là vous allez pouvoir placer des liquidités, les liquidités supplémentaires que vous avez sur votre compte Trade Republic, et le cash disponible sur votre compte Trade Republic sera rémunéré à hauteur de 4%, desquels vous retirerez ensuite la flat tax. Et vous pouvez déposer du cash et le faire rémunérer à 4% dans la limite de 50 000 euros. Donc voilà, Trade Republic en a profité aussi pour mettre à jour sa plateforme. Donc vous le verrez, il y a les retours des graphiques avec les niveaux de prix, les performances, bref, tout ce que vous aviez demandé est en train d'être mis en place. Lors de la dernière mise à jour de la plateforme, ça avait un petit peu râlé dans les chaumières. Trade Republic a réagi, je les ai aidés également à noter toutes les modifications que les lecteurs souhaitaient. Vous avez donc une application qui a été mise à jour, les obligations qui sont en train d'être intégrées à la plateforme et la rémunération à 4% du cash. Bravo à Trade Republic pour toutes ces innovations. On va maintenant passer au top flop et on va regarder des graphiques macroéconomiques ensemble. Alors, graphique de gauche, vous avez en rouge le S&P 500 et vous avez en bleu le total des bilans des banques centrales, la Fed, la BCE et la BOJ, donc le Japon, ensemble. Ce que vous pouvez voir depuis 2008, c'est que depuis 2008, les grandes banques centrales de la planète injectent du cash. Et ce que vous pouvez voir, c'est que la courbe de ces injections de cash suit la courbe des indices, ou plutôt devrais-je dire, la courbe des indices suit la courbe des liquidités injectées par les banques centrales sur le marché. Mais le fait est qu'on assiste actuellement à une désynchronisation avec des bilans des banques centrales qui se réduisent légèrement et des marchés actions qui continuent de monter tout feu tout flamme à proximité de leur plus haut historique. La question est la suivante: combien de temps cette désynchronisation va-t-elle durer? Est-ce que c'est le bilan des banques centrales qui va de nouveau augmenter pour aller rejoindre les prix, ou est-ce qu'au contraire, à un moment donné, les prix des indices boursiers vont se resynchroniser avec ce niveau de liquidité? La question reste entière. Ce qui s'est passé et ce qui explique cette désynchronisation, on va dire depuis, je dirais 4 mois, 4 à 6 mois, c'est l'explosion de l'intelligence artificielle. Graphique de droite, vous pouvez voir en vert le S&P 500 depuis janvier 2023, qui a gagné autour de 15%. Et vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez suivi mes dernières émissions ou bien que vous lisez un peu ce qui se passe sur la planète finance, que 95% de la hausse du S&P 500 est due à 7 valeurs, 7 grosses valeurs des GAFAM sur lesquelles les investisseurs jouent la thématique de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, vous pouvez voir en gris sur le graphique de droite la performance du S&P 500 si on exclut ces valeurs de l'intelligence artificielle. Et vous pouvez voir quoi? Eh bien que de janvier à septembre, depuis 7 mois, en fait, en excluant ces 7 valeurs, ces 7 valeurs de l'intelligence artificielle, ou du moins sur lesquelles les opérateurs jouent la thématique de l'intelligence artificielle, eh bien le S&P 500 n'a rien fait. Si vous regardez le Dow Jones, il n'a pas bougé depuis un an. Si vous regardez l'indice chinois, il a baissé depuis 20% sur un an. Si vous regardez le CAC 40, il n'a pas bougé depuis février, soit 7 mois. Pareil sur le DAX, pareil sur l'Eurostoxx. Donc voilà, c'est ça qui est un peu spécial. Si on regarde les marchés dans leur ensemble hors intelligence artificielle, en gros cette année il ne s'est rien passé. Si on regarde avec les 7 valeurs les plus achetées, ça fait monter la performance, ça crée cette désynchronisation entre le bilan des banques centrales et la performance des indices.
Est-ce que la bulle de l'intelligence artificielle va retomber ou est-ce que l'ensemble du marché va à son tour grimper? Eh bien, cette question reste ouverte. Graphique de gauche, vous avez le taux de delinquency sur les cartes de crédit, c'est-à-dire les gens qui n'arrivent pas à rembourser leur crédit de court terme. C'est un graphique sur 30 ans. C'est un graphique qui nous montre qu'on est à des niveaux jamais vus depuis 30 ans. Les Américains ont emprunté de l'argent en carte de crédit depuis un an parce que l'inflation est venue rogner leurs économies et ce qu'ils pouvaient acheter au mois le mois. Au lieu de consommer moins, les Américains ont fait quoi? Ils ont consommé à crédit et maintenant ils sont dans la panade pour rembourser ces crédits. On peut voir que d'ailleurs les taux d'intérêt élevés viennent peser également sur les entreprises. Graphique de droite, vous avez les taux d'intérêt payés par les entreprises, mais attention, fonction de leur grosseur. En rouge, vous voyez que les top 10 des grosses entreprises du S&P 1500, alors c'est pas le S&P 500, c'est le S&P 1500, donc les 1500 plus grosses capitalisations américaines. Vous pouvez voir que les taux d'intérêt effectifs payés par les 10% les plus grosses entreprises sont autour de 3%, alors que les 40% d'entreprises après le top 10 payent plutôt autour de 3,8-4%. Et enfin, les 50% des entreprises restantes, les plus petites, ont des taux d'intérêt autour de 5,5-6%. On comprend donc qu'avec cette situation actuelle de taux d'intérêt très élevés, les plus grosses entreprises s'en sortent plutôt bien, mais les petites entreprises se font dégommer. Et c'est ce qui continue d'accroître le fossé entre les small caps et les méga caps. Et c'est ce qui fait encore une fois, et c'est ce qui justifie que les méga caps, les plus grosses GAFA, les valeurs de l'intelligence artificielle, les sociétés qui ont des taux d'intérêt très bas, continuent de surperformer, alors que les petites entreprises, il y a de plus en plus de faillites, il y a de la sous-performance, et quand on regarde les small caps, il y a beaucoup de dossiers baissiers. Voilà, donc les taux d'intérêt ont vraiment un impact négatif et sur le consommateur et sur les petites entreprises, alors que ça ne touche pas beaucoup les méga entreprises. Graphique de gauche, vous voyez la corrélation entre le taux américain à 2 ans et le pétrole. Ce qu'on peut noter, c'est une décorrélation ces derniers mois. Sur ces 4 derniers mois, le pétrole s'envole, alors que les taux d'intérêt à 2 ans ne s'envolent pas. Tout simplement parce que les opérateurs, d'une part, pensent que le pétrole n'ira pas forcément beaucoup plus haut et que c'est une inflation passagère. Voilà. Espérons qu'ils se trompent, parce que si le pétrole, au contraire, devait aller chercher les 100$, voire les dépasser, il y a un moment donné où ça pourrait quand même se faire sentir sur l'inflation et les taux d'intérêt. Graphique de droite, vous pouvez voir deux situations. En fait, c'est un ratio entre le secteur de l'énergie et le S&P 500. Lorsque l'énergie surperforme le S&P 500, généralement, on a des hard landings, c'est-à-dire un atterrissage forcé et douloureux de l'économie. Lorsque l'énergie sous-performe le S&P 500, on a généralement des soft landings, c'est-à-dire des atterrissages en douceur. À vous de me dire si l'énergie surperforme le S&P 500 ou non. À vous de me dire si ça surperforme, ce que cela signifie quand on regarde les données historiques. En théorie, ce n'est pas de moi. Si l'énergie monte très fort, on risque plutôt un hard landing qu'un soft landing. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Un petit cocorico. Même si c'est un demi-cocorico parce qu'on s'est fait piquer la première place, voici les entreprises les mieux valorisées d'Europe, les sociétés européennes avec les capitalisations boursières les plus élevées en date du 5 septembre 2023. Alors demi-cocorico parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 entreprises
dans les 9 premières. 5 entreprises françaises dans les 9 premières, donc bravo, hein, avec le luxe surtout, LVMH, L'Oréal, Hermès, Dior, et puis Total Energy, label Total. Demi Cocorico parce qu'on s'est fait piquer la place par Novo Nordisk, qui cartonne. C'est le secteur des pharmaceutiques, grâce à un médicament contre l'obésité qui devrait être un blockbuster aux États-Unis. Novo Nordisk, valeur dont un gérant avait écrit un article dans ma newsletter, mettant en avant il y a 2-3 mois que c'était un dossier très intéressant, peut-être l'aviez-vous lu. Le graphique de droite, il montre des modifications structurelles qui sont en train de se mettre en place ces derniers mois, voire même années. C'est la dépendance des États-Unis à la Chine et au Mexique. Vous voyez sur ce graphique que le pourcentage des importations américaines venant de Chine baisse continuellement depuis 2019, 2020, 2022, 2023, alors que les imports aux États-Unis venant du Mexique sont en train de grimper progressivement. En fait, les États-Unis sont en train de travailler de plus en plus avec le Mexique, de plus en plus avec le Vietnam, de plus en plus avec l'Europe, de moins en moins avec la Chine. Il y a une sorte de guerre économique ouverte, de toute façon, entre les États-Unis et la Chine. Ils sont en train de réduire leur dépendance l'un et l'autre envers l'autre, tout simplement. Et ça n'augure rien de bon, parce que s'il y a des tensions, par exemple, autour de Taïwan, avant, je dirais que les États-Unis et la Chine étaient deux économies tellement imbriquées que si l'un coulait, l'autre coulait avec. Là, ce qu'ils essayent de faire, c'est de faire chacun du business avec d'autres zones économiques et d'être moins dépendants. Comme ça, le jour où ils seront en véritable tension, ce sera moins problématique. Donc ça, c'est pas forcément une bonne chose. Graphique de gauche, la probabilité d'une hausse de taux de 25 points de base aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Donc vous pouvez voir que, comme je vous le disais tout à l'heure, en Europe, on a monté les taux la semaine dernière et les membres de la BCE ont dit que c'était très certainement la dernière fois. Bon, je leur fais pas confiance non plus là-dessus, donc on laisse la porte ouverte à une éventuelle hausse supplémentaire. Aux États-Unis, c'est différent. On sait déjà que là, au mois de septembre, la Fed, demain soir, va nous dire qu'elle ne monte pas ses taux, en théorie. Mais elle laissera très certainement la porte ouverte à une énième, voire dernière hausse de taux au mois de novembre. Graphique de droite, c'est la performance moyenne du marché action sur les 40 dernières années, à peu près entre 1980 et 2018. En bas, vous avez d'ailleurs la performance moyenne par mois du S&P 500 depuis 1945. Et vous pouvez voir quoi ? Le mois de septembre est le mois le plus dégueu de l'année, le moins performant. Et on y voit souvent une petite baisse, alors que quand on regarde en moyenne sur 20 ans, 30 ans, 60 ans, 80 ans, eh bien, les indices sont pratiquement verts en moyenne tous les mois, puisque la bourse monte depuis 150 ans. Mais voilà, le mois de septembre est un mois pendant lequel il faut rester prudent. C'est généralement en août, septembre, octobre qu'il y a des creux de marché, des consolidations, des trous d'air. Avant, en général, j'ai bien dit, quand on regarde la saisonnalité historique, entre guillemets, la fin d'année est plutôt meilleure. Graphique de gauche, vous avez le poids du marché immobilier chinois par rapport au marché obligataire chinois, aux actions chinoises et par rapport aux autres zones économiques. Vous pouvez voir qu'au Japon, il y a un marché de l'immobilier, un marché obligataire, un marché action et qu'il n'y a pas de grosses différences entre les trois. En Angleterre, on a un marché immobilier un peu plus grand que le marché obligataire, un peu plus grand que le marché action. Aux États-Unis, on a un marché immobilier qui est plus petit que le marché obligataire et que le marché action. Et vous pouvez voir qu'en Chine, c'est du grand n'importe quoi. On a un marché action qui est plutôt petit, un marché obligataire un peu plus gros que le marché action et un marché immobilier qui est complètement stratosphérique. En fait, aujourd'hui, le marché immobilier chinois, à lui seul, c'est la plus grosse classe d'actifs de la planète.
62 000 milliards de dollars. Et le problème, c'est qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a des centaines de milliers d'apparts vacants, qu'il y a des gens qui ne payent plus leur crédit, qu'il y a des fonds d'investissement spécialisés dans l'immobilier qui sont en train de faire faillite, et qu'il y a des gros promoteurs immobiliers qui sont dans la mouise jusqu'au cou. Donc forcément, ça fait trembler un peu la Chine, ça pèse sur l'économie chinoise, ses perspectives de croissance, et ça force le gouvernement chinois à baisser les taux d'intérêt comme il l'a fait récemment et à potentiellement injecter dans certains secteurs. Graphique de droite, ça parle de nouveau des taux d'intérêt payés par les particuliers aux États-Unis. Entre les remboursements des voitures, des crédits revolving, des crédits de carte bleue, des prêts étudiants, etc. Et avec la hausse des taux d'intérêt, on se retrouve avec des montants d'intérêt à payer qui sont totalement délirants et qui atteignent des records historiques. Mais il paraît que tout va bien se passer. Graphique de gauche, vous avez le pourcentage d'entreprises qui rachètent leurs actions, donc les fameux buybacks. Les buybacks, c'est le fait que les entreprises aient du cash et qu'au lieu de racheter un concurrent, d'investir, de faire de l'innovation, elles vont racheter leurs propres actions pour soutenir artificiellement leur cours. Ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois qu'on est autour des 25-30%, ensuite il y a eu un krach boursier, une récession, une correction, ce qui fait que ce pourcentage redescend, que les entreprises arrêtent de racheter leurs titres. C'était le cas en l'an 2000, 2001, 2002. Les entreprises rachetaient comme des folles leurs actions. Derrière, on s'est pris une correction majeure. 2006, 7, 8, elles achetaient comme des folles, correction majeure. Et là, depuis 2021, c'est la fête du slip. Toutes les entreprises ont acheté leurs actions et les ont soutenues artificiellement avec des montants assez énormes. D'ailleurs, graphique de droite, vous pouvez voir donc ce phénomène 2020, 21, 22, on a atteint un pic sur les buybacks. Et 2023, ça commence à se calmer. Alors il faut savoir que les rachats d'actions par les entreprises, c'était quand même un soutien inconditionnel au marché actions. Et ce soutien est en train de se tarir. Deux derniers graphiques. Graphique de gauche, c'est l'indice de la saisonnalité du VIX. Le VIX, c'est le Volatility Index. Il mesure l'écart du spread des options, des actions du S&P 500. Alors si je vous ai parlé chinois et que vous n'avez rien compris, vous tapez sur Google et vous relisez la définition plusieurs fois. En gros, quand la volatilité est faible sur le marché action, eh bien les spreads, c'est-à-dire l'écart entre les cours d'achat et cours de vente sur les options sont relativement resserrés, relativement faibles. La volatilité de ces spreads est faible, le VIX est faible. Et tout va bien dans le meilleur des mondes, mais dès qu'il commence à y avoir des mouvements sur les marchés, de la volatilité, de la peur, eh bien, il y a un écartement des spreads et donc une hausse du VIX. Généralement, le mois de septembre et le mois d'octobre, ce sont des mois où historiquement on a des pics de volatilité. Qui dit pic de volatilité, dit généralement trou d'air sur le marché, correction, respiration. Voilà, pour l'instant on est sur les plus hauts, pour l'instant on est neutre, on se cherche. Va-t-on avoir un pic de volatilité dans les semaines à venir? Il faut en tous les cas garder en tête cette possibilité. Et puis à droite, pour finir, vous avez un graphique en pourcentage du PIB de la dette mondiale. La dette mondiale avec les sociétés non financières, avec la dette des ménages, avec la dette publique. Et comme vous pouvez le voir, c'est une magnifique tendance haussière. Je pense que si on pouvait tout simplement acheter un ETF, un tracker, un certificat corrélé à la dette mondiale, on ferait une super performance sur les années passées, mais aussi sur les années à venir. Nous sommes dans un monde où, en fait, pour maintenir la croissance mondiale à des niveaux acceptables, autour de 3%, eh bien, la planète doit continuellement s'endetter. C'est donc un monde qui ne tourne pas totalement rond, mais c'est une façon de faire qui a fait ses preuves jusqu'ici, qui permet de continuer de faire fonctionner la machine économique et d'enrichir les 10% les plus riches de la planète qui détiennent 90% des actifs.
Donc, ça fonctionne, on continue. Voilà pour la partie top flop. Alors, Zoz nous dit, apparemment, j'ai vu que pour l'Europe, un changement de taux met 12 à 18 mois à être diffusé dans l'économie, donc on est juste en train de voir les effets du début des taux. C'est exactement ça, Zoz. On dit que c'est un effet qui a du lag. Laguer, c'est avoir un taux de réponse de conséquence un petit peu long. Quand on joue à un jeu vidéo et que l'écran est ralenti et lent, on a du lag. Dans la macroéconomie, en fait, on va monter les taux d'intérêt, on les monte. Ça n'a pas d'impact à très court terme, mais 12 à 18 mois plus tard, eh bien, on commence à sentir l'impact de taux élevés parce que les particuliers consomment moins, parce que l'immobilier se grippe, parce que les petites entreprises peuvent moins lever d'argent, parce que certaines font faillite. Et donc, l'impact de hausse de taux puissante et répétée, on ne le ressent que 1 an à 2 ans plus tard. Nous allons donc, dans les mois qui viennent, avoir les conséquences visibles dans l'économie de ce que sont des taux historiquement élevés, puisque les taux d'intérêt en zone euro et aux États-Unis sont au plus haut depuis 2008, depuis 15 ans. C'est donc maintenant que les choses sérieuses commencent. Cyril nous dit, existe-t-il des indices S&P 500 CAC Growth Return corrigés de l'inflation? Car j'ai l'impression de perdre de la valeur malgré le range apparemment depuis quelques mois. Alors, Cyril, si vous regardez le CAC 40 dividendes réinvestis, même si le CAC 40 ne bouge pas, étant donné qu'on a un taux de dividende autour de 4%, vous avez une inflation en Europe qui est autour de 4-5% et vous avez des dividendes qui sont autour de 4-5%. Donc pour l'instant, ça peut aller. Même si le marché action ne bouge pas, on ne peut pas dire que vous vous fassiez complètement grignoter par l'inflation. Mais si demain on a des marchés qui corrigent, des dividendes qui ralentissent un peu et une inflation qui reste élevée, et là effectivement on va commencer à se faire grignoter petit à petit. On a fait cette première partie d'émission, c'est parfait, on va pouvoir maintenant passer au graphique. Je vais mettre ma tête en bas. Concrètement, où vont aller les indices dans les 2-3 semaines à venir? Bien malin celui qui le devinera. Quoique, de toute façon, j'ai envie de dire qu'il y a 3 choix, hausse, baisse ou neutralité. On pourrait même dire qu'il y a 2 choix, hausse ou baisse. Il y a forcément un camp qui va avoir raison au final. Je vous invite simplement à suivre certaines figures chartistes. Vous pouvez voir que le S&P 500 est dans une belle dynamique haussière depuis 1 an. Vous pouvez voir que si on le regarde sur 2 ans, on est plutôt revenu au point de départ. On a baissé début d'année 2022 avec la guerre en Ukraine, on est remonté en 2023, on est revenu à zéro. Donc en fait, globalement, quand on regarde la bourse américaine et la bourse mondiale, depuis pratiquement 2 ans, on n'a rien fait. Voilà. Donc certains vous parleront de bear market, d'autres de bull market. Moi j'appelle ça un wave market ou un kangourou market. Ça monte, ça baisse, mais au final, quand on fait la comptabilité sur 2 ans, on est à 0. Ce qu'il faut voir, c'est si on sort par le haut ou par le bas de cette consolidation ici qui commence à se marquer dans un triangle. Si on sort par le haut, on peut aller chercher des nouveaux plus hauts annuels, voire les plus hauts historiques. Si on sort par le bas, on ira chercher le bas de canal et la moyenne mobile à 200 périodes. Là-haut, c'est une zone de vente. Là-bas, c'est une zone d'achat théorique. Au milieu, je sais que je ne sais pas. Le CAC 40. Certains vont tracer un rond. Certains vont tracer un carré. Certains vont tracer un diamant. Certains vont tracer un triangle. Au final, que ce soit un rond, un carré, un triangle, un diamant, tous disent la même chose. Nous sommes neutres à court terme depuis 4 mois. Le marché est indécis.
À chaque fois que le CAC monte au-dessus des 7400 points, il se prend une tatane. À chaque fois que le CAC baisse sous les 7100 points, les acheteurs sont présents. Est-ce qu'il y a des indications économiques, macroéconomiques, statistiques, techniques qui nous disent qu'on va aller en haut ou en bas? Bah pas vraiment. Pour l'instant, c'est un jeu des forces et ces forces sont équilibrées. On n'arrive pas à décaler. Il y a des pièges à la baisse, il y a des pièges à la hausse. On revient au milieu. Je sais que je ne sais pas. Me concernant, je suis un investisseur sur les actions, les cryptos, les métaux, le private equity, l'immobilier. J'ai du cash, je suis investi et je suis couvert. Si ça monte, mes investissements montent et ma couverture, telle une assurance, me coûte de l'argent. Si ça baisse, mes investissements baisseront et ma couverture me permettra de protéger mes actifs. Les gens n'arrivent pas à comprendre que ça fait 6 mois que je vends le CAC. Bah ouais, désolé. C'est pas que je sois ultra baissier, c'est juste que je me protège. Je vends ici, je vends là, 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 je vends là. C'est tout, on est dans un range. Je pourrais aussi très bien dire je paye ici, je paye là, je paye là, je paye là, je paye là, mais en fait ça j'ai pas besoin de vous le dire. Je suis investisseur long terme, je suis à l'achat en permanence depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc j'ai pas besoin de le dire que je suis à l'achat, vous le savez. J'ai été assez clair et transparent à ce sujet-là sur toutes les classes d'actifs que j'avais en portefeuille dans ma personne et mon couple. Mais étant donné que je vois les marchés plafonner, étant donné que je vois qu'on arrive à la fin d'un cycle économique de taux, étant donné que je pense que les taux élevés vont avoir un impact sur les marchés, étant donné que je pense que les consommateurs vont à un moment craquer, que l'immobilier pèse, que la macro se détériore, que la Chine ralentit plus vite que prévu, et ben à chaque fois qu'on est sur des zones hautes, je prends une assurance. Parfois je gagne, parfois je perds. Jeudi dernier, j'ai renforcé trop tôt sur support, je me suis pris une mandale, j'ai revendu vendredi, j'ai fait un gain. Un coup on gagne, un coup on perd, ça c'est le trading. Gardez bien en tête que sur Twitter, je parle de ce que je fais moi, je ne vous dis pas quoi faire vous. Je suis un investisseur moyen, long terme, multiclasse d'actifs et à côté de ça, je fais du trading. Parfois on trade, on gagne, parfois on trade, on perd, mais sinon globalement, moi, mon scénario, c'est de vendre à chaque fois qu'on est sur des excès haussiers parce que je crains qu'à un moment donné, ce marché qui est tendu et sur ses plus hauts ne nous fasse la figure du vomiting camel, c'est-à-dire le vomissement du dromadaire, et qu'on perde entre 5 et 10% pour revenir sur des zones de prix un peu plus attractives. Et c'est pour ça que je reste couvert le plus souvent. Certains prennent du BX4, c'est un produit qui fait 2 fois la performance du CAC à l'envers, ça veut dire que si le CAC perd 5%, ce produit va gagner 10%. C'est un certificat que vous pouvez avoir sur compte titre, mais aussi sur PEA, c'est pour ça qu'il est aussi connu. Me concernant, je le fais sur le Turbo. J'ai Fabrice qui pose une question et qui me dit quel levier si on fait du turbo. Alors Fabrice, en théorie, un turbo, si vous êtes débutant ou même un peu expérimenté, vous n'êtes pas censé aller sur des leviers supérieurs à 10. Parce que si vous avez un trade avec une position de 5000 € habituellement en portefeuille, si vous prenez 5000 € levier 10, vous avez une position de 50 000 €, c'est déjà énorme. Mais en fait, et je l'explique dans une vidéo faite récemment, pour moi le levier ne veut pas dire grand chose. En effet, 2000 € en levier 10, ça fait... Imaginez, je vous donne un exemple. Vous avez un portefeuille de 400 000 €, tout actif confondu. Vous avez envie de protéger ce portefeuille à hauteur de 5%. Ça fait 20 000 €. Ben, vous pouvez prendre un produit sans effet de levier et mettre 20 000 € dessus. Ou bien, vous pouvez prendre un produit en mettant seulement 2 000 € mais en levier 10. Ça fera toujours une position de 20 000 €. Ou bien vous pouvez prendre une position de 250
de 150 euros en effet de levier 80. Et vous aurez aussi une position de 20 000 euros. Donc en fait, le levier, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque le levier doit être multiplié par la somme que vous investissez. Donc je pourrais très bien vous dire que j'ai 50 000 euros en levier 2, ce qui fait 100 000 euros, mais je pourrais aussi avoir 10 000 euros en levier 10, ou je pourrais avoir 1 000 euros en levier 100. Et vous allez me dire, bah oui, mais le levier 100, c'est énorme, Nicolas! Bah oui, mais non, puisque 1 000 euros en levier 100, ça fait 100 000. Ça revient au même que de mettre 100 000 euros sur la table et d'être sans levier. Donc en fait, en termes d'information, prendre le levier seul, ça ne veut rien dire. J'en profite pour vous montrer un podcast, une émission bienvenue à que j'ai tous. fait avec Trade Republic et Citi justement. Donc il y a moi ici, Mathias Bacchino ici et Gabriel Sicuri. Gabriel Sicuri, c'est le responsable des produits de bourse chez Citi, qui est mon partenaire. Et on a fait une vidéo comment trouver, utiliser et gérer des positions sur Turbo. C'est sur Google, sur la chaîne WeBourse, sur laquelle vous êtes actuellement pour certains d'entre vous, puisqu'on regarde l'émission en live. Et voilà, dans cette émission, on explique les turbos, leurs calculs, leur fonctionnement, l'effet de levier, etc. Voilà, je continue. Donc les indices sont indécis, on verra bien dans quel sens ça sort. Ensuite, on regarde rapidement le Bitcoin. Le Bitcoin est dans un range entre 25 000 et 31 500. Quand c'est en haut, les vendeurs sont là. Quand c'est en bas, les vendeurs sont là. Le marché est donc neutre à moyen terme. On ne sait pas dans quel sens ça sortira, mais le jour où ça sortira, soit ça fera beaucoup de bien, soit ça fera du mal. Pour l'instant, c'est indécis. Petit point négatif, par contre, on est sous la moyenne mobile à 200 périodes. Le S&P 500, je vous l'ai montré, il est neutre. Le CAC, je vous l'ai montré, il est neutre. Le pétrole, il est en hausse depuis 9 semaines. Donc le pétrole, souvenez-vous, il était baissier en 2022 post-guerre en Ukraine. 2023, il s'est stabilisé. Quadruple bottom sur les 67 $. On avait noté la cassure de la MM200, le test du range. Le range a cassé à la fin du mois d'août quand j'étais en vacances. Et cette belle hausse du pétrole a permis aux valeurs pétrolières de tirer leur épingle du jeu. On fera attention néanmoins, puisque plus le pétrole grimpe, plus il approche de nouvelles résistances. Et étant donné que ça fait 9 semaines consécutives qu'il monte, il ne faudrait pas se réveiller aujourd'hui en se disant « Oh, le pétrole monte, et si j'achetais des pétrolières ?» Parce que pour ça, c'est un peu tard. Total vient de prendre 20% en ligne droite, Esso vient de prendre 18% en ligne droite. CGG, Morel et Prom, Valourec, toutes les pétrolières ont bien profité depuis 2-3 mois justement que le pétrole monte. C'est pas maintenant qu'il vient de prendre 32% en ligne droite qu'il faut se réveiller. D'ailleurs, je crois que si on prend depuis les plus bas, on a fait à peu près 37% de hausse. J'aurais plutôt tendance à me dire qu'il faut remonter les stops sur les achats sur le pétrole, voire même prendre un peu de bénéfices. Parce que quand tout le monde parle du pétrole alors qu'il monte depuis 2 mois, c'est qu'il peut continuer de grimper un petit peu, mais c'est qu'on est plus proche de la fin de la hausse de court terme que du début d'une hausse de moyen-long terme. Concernant l'or, pas grand chose à dire, il est stable, il est solide. Malgré 9 semaines consécutives de hausse du dollar, donc l'or est dénominé en dollars, donc quand le dollar monte pendant 9 semaines, l'or devrait baisser fortement, et bien l'or tient très bien. L'or tient très bien parce que l'or sait que les taux d'intérêt ne vont pas continuer de monter aux États-Unis éternellement, et qui dit à un moment donné que les taux d'intérêt se calmeraient, dit un soutien de moins pour le dollar. Qui dit moins de soutien pour le dollar dit que l'or dénominé en dollars pourrait tirer son épingle du jeu. Me concernant, l'or, je ne le traite pas, je le regarde à moyen long terme. Pour moi, c'est une diversification, et que ce soit en or papier ou en or physique, ça fait partie d'une stratégie d'un investisseur diversifié à long terme. On a fait le tour, on va regarder vos actions maintenant. Il serait peut-être temps à 15h50. J'espère que j'ai pas été trop long, j'ai pris le temps de vous expliquer tout ce que j'avais à vous dire.
On va regarder ensemble des actions baissières. Et bien évidemment, je vais vous dire que c'est des actions qu'il ne faut pas acheter. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est que je vais vous montrer quels étaient les différents signaux donnés au préalable avant la chute de ces actions pour vous dire que déjà vous n'auriez pas dû y être. Ensuite, on va voir des actions en correction avec différents types de corrections, des corrections qui sont achetables et des corrections qu'on n'a pas envie d'acheter. On verra des titres qui sont solides ces dernières semaines mais qui arrivent sous résistance. On verra l'énergie avec des titres beaucoup moins puissants que d'autres. Je les ai mis dans l'ordre. CGG est moins puissante que Valorec, qui est moins puissante que Morel et Prime, qui est moins puissante qu'Esso, qui est moins puissante que Total. Et dans un secteur, quand on veut acheter une valeur, on achète les forts et pas les faibles. Donc, il n'y a pas de j'achète du CGG ou du Valorec parce qu'elles sont en retard et elles vont rattraper les autres. Non, ça c'est une bêtise. C'est plutôt en cas de consolidation du secteur, j'achète les plus fortes, donc j'achète du Esso et du Total. On verra ensemble le luxe, même chose. LVMH et Christian Dior sont baissières. Kering est la plus baissière, donc on n'y touche pas. Hermès est la plus solide, donc peut-être celle à privilégier quand on veut acheter du luxe. Et puis ensuite, on verra 4 ou 5 valeurs différentes, du Netflix sur support, du John Deere sous résistance long terme, de la FDJ dans un canal baissier, le secteur pharma avec Sanofi qui tient bien, et Schneider qui est à la croisée des chemins sur MM200. Allez, c'est parti. Hop. On commence avec ALD. ALD, Société Générale, même combat. ALD, c'est baissier depuis 5 ans, donc on ne s'étonne pas quand ça baisse. On en avait parlé dans une émission il y a quelques semaines. Je crois que d'ailleurs l'action était à 8,50€ quand j'en ai parlé et que je vous ai dit qu'il fallait surtout pas l'acheter. Je me rappelle même que lors de cette émission qui s'était fait début août, je vous avais dit à tous les coups, je vais en parler maintenant à 8,50€, elle va rebondir. Ça n'a pas manqué, j'en ai parlé à 8,50€ en disant qu'il ne fallait pas acheter, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris 20%. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est une action qui n'est pas bien, elle reprend 20% dans la tronche et elle fait un nouveau plus bas annuel. Donc ici, on se dit, oh Nicolas Chéron, il est baissier alors que l'action elle vient de perdre 30%, ça va rebondir. Ça rebondit et là on se dit, oh, ah bah en fait, ouais, c'est peut-être pas des conneries ce qu'il nous raconte Nicolas Chéron, parce qu'en fait, quand une action elle est ultra baissière à court, à moyen et à long terme, eh bien la probabilité de baisse est plus importante que la probabilité de hausse. Et là, vous en avez encore un exemple sur ALD. Elior, on va voir aussi sur ces titres qu'il y a des signaux qui sont donnés. Quand vous voyez écrit PEG, c'est Price Earning Gap. Un PEG peut être positif ou négatif. Price Earning Gap, un gap, c'est un trou de cotation qui peut se faire à la hausse comme à la baisse. Et ça se fait sur une publication de résultats. Un PEG plus, un PEG positif, c'est un Price Earning Gap à la hausse. Un PEG négatif, un PEG moins, c'est un Price Earning Gap à la baisse. Ici, par exemple, au mois de mai, alors je n'ai pas été vérifié, mais je suppose que Elior a publié des résultats. Elle a fait un gap baissier, des volumes énormes, elle a cassé sa dynamique, elle a cassé sa MM200. Ça, c'est un signal fort qui dit restez à l'écart. Ensuite, la baisse continue. Ensuite, elle refait un gap baissier qui casse les plus bas annuels. C'est encore un signal. Puis, elle refait un gap baissier début août. Et naturellement, elle se recasse la figure ensuite en septembre. Et on pourrait se dire ici, ah mais comment ça se fait que ça baisse? Sauf que ça baisse parce que ici, elle nous avait donné un signal. Ici, elle nous avait donné un signal. Et ici, elle nous avait donné un signal. Et donc en fait, la probabilité de la chute, elle est beaucoup plus forte quand l'action elle est déjà baissière, quand elle a déjà fait des gaps baissiers. Ça veut dire que les opérateurs sont à l'écart, ça veut dire qu'ils sortent, ça veut dire qu'il y a un désintérêt pour le titre. Et généralement, il n'y a pas de fumée sans feu, des signaux ont été donnés au préalable. C'est la même chose sur l'action chargeur. L'action chargeur, je m'en souviens bien parce que à 22, 23, 25 € en 2021, quand je disais qu'elle n'irait pas beaucoup plus haut,
La secte qui la suivait à cette époque-là me disait que j'étais un salaud. Bon, l'action a été divisée par 3 depuis, je crois qu'on a la réponse. La dynamique était déjà baissière. La valeur avait essayé de se stabiliser sur la MM200. Que s'est-il passé ici fin mai? Très certainement un PEG, un Price Earning Gap sur les résultats. Donc, gap baissier, volume énorme, ça baisse. Et ensuite, gap baissier, volume énorme, ça baisse. Gap baissier, volume énorme, ça baisse. Ce qu'il se passe actuellement n'est que la résultante des signaux que l'action nous donne depuis maintenant 6 mois. Et donc, il ne faut pas s'étonner quand en septembre elle se casse la figure, puisqu'il était déjà écrit sur ce graphique que celui qui achèterait cette valeur sans signal de retournement sous MM200 en tendance baissière souffrirait. Valeo, c'est moins violent. Ça reste baissier depuis maintenant 4-5 ans. Et au mieux, c'est dans un range. On a échoué en haut du range, on pourrait revenir en bas du range. Valeo ne profite pas comme les constructeurs automobiles de la hype de court terme sur les différentes lois que pourrait prendre le gouvernement pour contrecarrer les véhicules subventionnés venant de Chine. Valeo est dans un range, elle est baissière à court terme et pour celui qui serait intéressé par ce dossier, je pense qu'il convient d'attendre le bas du range vers les 15,50 €. Air France, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé, c'est normal qu'on la regarde rarement puisque c'est un mauvais dossier Air France et c'est un mauvais dossier depuis maintenant, je dirais 10 ans, mais peut-être plus, depuis 2007-2008, voilà, ça fait 16 ans maintenant que Air France baisse graduellement. Alors oui, vous me direz, Nicolas, t'es dur, entre 2011 et 2020, elle était neutre, oui, d'accord, elle était neutre. Donc on va dire que depuis 2017-18, voilà, ça baisse petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est une boîte française avec l'État au capital, avec une rentabilité inexistante, puisque la France ne gagne pas d'argent, donc faut pas s'étonner si sur une action baissière dont l'État est actionnaire, alors qu'elle ne gagne pas d'argent, les actions baissent. Voilà. Air France nous a fait un gap baissier en juillet, elle a refait un gap baissier sous MM200 en août. Ici, je crois que fin août, il y avait eu un regroupement du titre puisque ça cotait 1 €, que maintenant elle en cote 12, donc je suppose qu'il y a eu un regroupement. Puis par la suite, on a cassé les plus bas annuels, nouveau signal, et elle est maintenant sur ses plus bas de 2022. Alors forcément, je tire à boulet rouge dessus, donc elle va peut-être regagner 3, 4, 5, 10%, mais ça ne changera pas grand-chose. À chaque fois qu'on la regardera 6 mois plus tard, en général, elle sera plus bas. Ensuite, Nexity. Nexity, c'est baissier, c'est l'immobilier, c'est le Mimi, c'est le Rara, c'est Paglop. Voilà, ça baisse en 2022, ça remonte un peu, ça baisse en 2023. Regardez toujours ce même phénomène, c'est magnifique. On stabilise comme chargeur sur MM200, puis boum, PEG, Price Earning Gap, ça publie, ça gap à la baisse, ça casse MM200, les volumes augmentent, on baisse dans un range, on stabilise, boum, résultat, PEG, ça gap à la baisse, ça casse les plus bas annuels, les volumes sont énormes, ça baisse, rebond technique, pam pam, les vendeurs sont de nouveau là. Ce n'est plus ultra baissier comme ça a pu l'être là ces derniers mois. Il y a une tentative de stabilisation un peu comme sur Téléperformance. Voilà. J'espère pour les actionnaires qu'elle n'est pas loin d'avoir atteint des excès, qu'elle n'ira pas beaucoup plus bas. Mais je voulais revenir sur ces signaux que nous ont donnés les marchés. Ici, le signal est fort, ça chute, on n'achète pas un couteau qui tombe. Tous ceux qui ont acheté ici s'en souviennent, puisqu'ils sont retrouvés 30% plus bas quelques semaines après. Ici, même chose. J'ai vu plein de gens le jour des résultats acheter du Nexity à 16 en disant oui, mais c'est pas cher à ce prix-là, le dividende, tu comprends, nanana. Donc voilà, le marché nous donne des signaux, c'est baissier à court terme, à moyen terme, à long terme. Les résultats sont pas bons, le dividende baisse. On fait autre chose. Worldline,
c'est baissier, 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 baissier. C'était baissier en 2021-2022. Fin 2022, début 2023, plein de gens achètent en se disant ça va tenir. Ici, là, elle gape à la hausse, elle rechute. Elle regape à la hausse, elle rechute. Elle tente le passage de MM200, ça ne passe pas. Ça, c'est des warnings. Ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas. On sort. Ici, elle touche un niveau clé, elle rebondit sous résistance, ça ne passe pas, ça ne passe pas, on sort. Et derrière, ça se casse la figure. Il y a plein de gens qui me disent oui, mais c'est pas cher, oui, mais elle est basse, oui, mais ça a bien, c'est moins cher, le PER, le machin, le truc. Non, non. C'est baissier, le marché n'en veut pas. Elle vient de 85, elle est à 27. On me dit que c'est pas cher depuis 47. C'est tout. À un moment donné, peut-être, certaines ne se relèvent jamais, hein, vous savez. À un moment donné, peut-être, le marché reviendra dessus, l'appréciera, etc., etc. Mais pour le moment, il n'y a rien à faire là-dessus. Ensuite, ADP. ADP, c'était haussier depuis le point bas du Covid, c'est monté en 2022, 21, 22, 23. Elle était dans un triangle, elle a cassé le triangle, elle est désormais baissière. Voilà. Donc elle ne m'intéresse pas plus que ça. Alors bien évidemment, j'espère qu'à un moment donné, elle va réussir à s'arrêter. Vous voyez, ici, elle a réagi sur les plus bas de mars et elle tente de s'accrocher. Mais sinon, globalement, quand on regarde le moyen terme, c'est monté pendant 2 ans et demi. On vient de donner un signal de cassure. Il y a donc certainement mieux à faire. Maintenant, on va regarder des titres de plus ou moins bonne qualité qui sont en correction. Et on va voir lesquels on aimerait bien acheter, lesquels on n'aimerait pas acheter. Le premier exemple de titre en correction, c'est STM. STM, secteur des semi-conducteurs, ça monte avant le Covid, après le Covid, secteur à la mode. Elle nous a fait un excès haussier au mois de juillet avec un chandelier complètement débile qui marquait un excès. Depuis, elle est en consolidation. La MM200 est haussière, on est dessous, c'est pas génial. On sait néanmoins qu'il y a une grosse zone d'intérêt autour de 38 euros. Donc on se dit que si on a envie d'acheter une boîte française dans les semi-conducteurs sur correction, surveiller du STM à 38 euros, pourquoi pas. A l'inverse, Société Générale, on la regarde sur les données hebdomadaires. Ça baisse à fond pendant la crise des subprimes. Ça rebondit en 2010, en 2013, en 2015, en 2016. Et à chaque fois que ça rebondit, elle se prend une droite en pleine figure. En 2020, avec le Covid, elle atteint un nouveau plus bas de 15 ans. Comme beaucoup de titres, il y a un rebond en 2021, qui était une très belle porte de sortie. Ensuite, il y a eu la baisse des marchés en 2022, puis il y a eu la crise des bancaires. Et il y a plein de petits malins qui se sont dit je vais acheter du Société Générale pour jouer la remontée des bancaires parce que tout va bien dans le meilleur des mondes. Société Générale, elle est dans un grand range en fait entre 19 et 27-28. Elle nous a fait un petit excès ici début 2023 en mode c'est la fête, tout va bien dans le meilleur des mondes. Rapidement, elle s'est fait rappeler à l'ordre avec la crise des bancaires aux États-Unis. Phénomène assez fou, elle s'est permise de remonter ici à 26,50 et techniquement parlant, alors celui qui me dit que l'analyse technique ça fonctionne pas, franchement c'est... Regardez ça, ici, il y a un gap qui s'est ouvert avec la crise des bancaires, elle a baissé, elle est remontée, elle a retracé le gap, elle l'a touché au point près et derrière... Le plan 2026 sort, boum, gap baissier, moins 11. Hier, tout le monde qui me dit j'achète du Société Générale pour jouer le rebond de court terme. Et aujourd'hui, moins 2 à l'ouverture et elle est à moins 1,4. Voilà, super, c'est génial d'acheter un couteau qui tombe. Peut-être que certains d'entre vous ont fait trop de gains en 2023 et ont besoin de faire baisser leurs impôts sur les plus-values, je ne sais pas. En achetant d'une part une bancaire, qui est un des pires secteurs depuis 15 ans, et en plus une bancaire dont le plan stratégique 2026, à échéance 3 ans, a été détesté par les investisseurs puisqu'ils sont sortis dans des volumes historiques. Mon avis sur Société Générale, c'est donc qu'elle va revenir sous les 20 euros.
Ensuite, là, on va avoir un titre de qualité, haussier, à court terme, à moyen terme et à long terme. Rexel. Vous voyez quand même que ça a une autre gueule que Société Générale, que Chargeur, que Air France, que Nexity, qu'ADP, Elior, ALD. C'est beau. Ça monte, ça construit, ça monte, ça construit. C'est soutenu. Il n'y a pas de gap baissier, il n'y a pas de volume historique à la baisse. Ça, c'est typiquement le genre d'action qui est en en latéralisation en zigzag, qui, si le marché baisse, baissera moins que les mauvais titres, et qui, si le marché monte, décalera à la hausse. C'est typiquement le genre d'action, si le CAC baissait de 3, 5, 7, 8%, que j'aurais envie d'acheter sur repli pour jouer la hausse par la suite. C'est typiquement le genre d'action où, si le CAC 40 décidait de s'envoler à la hausse au-dessus des 7400 points, j'aurais envie de l'acheter parce qu'elle est forte dans les hausses comme dans les baisses. Si demain, le CAC 40 explose les 7400 points à la hausse et que tout part à la hausse, eh bien, un titre comme Rexel qui était fort, soutenu, qui tenait bon et qui travaillait des résistances, ce sera un des premiers à casser et à continuer son mouvement haussier. C'est ce type de configuration-là qu'il faut chercher. Osé Immuno, c'est une biotech qui a publié des avancées concernant le cancer du poumon. Ils ont trouvé un moyen de faire baisser le taux de mortalité, me semble-t-il, de gens qui sont atteints du cancer du poumon. Donc c'est une très bonne chose, très bonne nouvelle. On est très content qu'une biotech française ait trouvé cela. Alors ce qui est un peu spécial, c'est qu'en fait, la hausse du titre de 3 € à 7 €, c'est faite sur une annonce d'une validation qui avait été faite il y a 9-12 mois. Donc en fait, c'est seulement parce que les médias ont réchauffé une news du passé que le titre s'est envolé, premièrement. Deuxièmement, c'est une biotech française, donc on sait que la hausse n'est pas pérenne. Dans 99% des cas, une biotech française sur une bonne news, elle monte un jour, parfois deux, peut-être trois, mais rarement plus. Donc quand vous avez comme ça une biotech qui passe de 2,50 € à 7 €, qui fait x3, qui atteint une zone de résistance, faut savoir sortir, parce que il y a rarement comme un train qui en suit une autre dans une gare, un train qui en suit un autre dans une gare. Sur les biotech, les bonnes news, c'est rare qu'elles s'enchaînent. Donc vous avez un effet d'annonce de volume et vous avez des gens qui rentrent sur le titre dans une hausse exceptionnelle. Ne soyez pas le dernier des pigeons qui achète à 7 € après 150% de hausse en 48 heures parce que, soi-disant, c'est une super nouvelle. Voilà. C'est une biotech française, ça reste baissier à moyen terme. L'annonce, ça a un impact pendant 1 ou 2 jours et ensuite ça retombe, ça peut retomber, ça peut même tout retracer, ça peut aller combler le gap. Ça reste de la biotech, ça reste ultra spéculatif, donc on fait attention. Ensuite, on peut regarder des titres qui sont sous résistance, comme Bouygues et Accor. C'est un signe de force le fait que le titre Bouygues monte depuis 10 jours alors que le CAC stabilise. Ça veut dire que si le CAC monte, eh bien Bouygues sera comme Rexel dans les titres forts à casser sa résistance et à continuer de monter. Ça veut dire que si le CAC sort par le bas de son range, on aura très certainement une consolidation sous résistance sur ce titre-là. Donc en gros, si on est détenteur du titre Bouygues alors qu'elle est sous résistance, qu'est-ce qu'on aura tendance à faire ? Soit à prendre un petit peu de bénéfice, soit à croire à la cassure et à remonter son stock de protection. Comme ça, si ça passe, on laisse courir, mais si ça échoue, on va alléger ou couper. Et si on n'en a pas, mais qu'on cherche un titre fort en cas de hausse de l'indice, on se met le titre de côté sur une petite liste, sur un petit papier. Si demain le CAC 40 pète les résistances et s'envole, on sait que c'est ce genre d'action sur cassure de résistance qu'on peut tenter d'acheter, puisqu'elle est plus forte que les autres, elle tient mieux que les autres, et elle monte alors que le CAC 40 est stable. C'est la même chose sur le titre Accor.
le titre Accor est monté ces derniers temps, alors que le CAC fait rien depuis 4 mois. Accor, elle fait que monter depuis 4 mois. Elle est pile poil sous une résistance clé. Elle l'a touchée, la résistance a été réactive, donc on sait bien que c'est ici que ça se passe. Le marché nous en a donné l'information. Si vous êtes détenteur de cette action qui a bien performé récemment, le fait qu'elle ait bien monté ces derniers temps, ça peut vous donner envie de remonter le stop plus ou moins largement, soit à très court terme, soit à moyen terme. Donc soit très court terme sous les 33 euros, soit à court moyen terme plutôt sous les 32. De telle manière que si le marché se crache, vous sortiez et vous ayez pris une partie de la hausse et de vos gains. Inversement, si vous n'en avez pas et que vous cherchez un titre fort sur cassure de résistance, ça peut se surveiller. Maintenant, on va parler de l'énergie. Alors, Eric me dit, est-ce que Rexel c'est comme SPI? Bien joué Eric pour me faire parler d'une action qui n'était pas dans la liste en essayant de faire un parallèle avec une autre action dont j'ai parlé. Oui Eric, c'est exactement cela. SPI est une action forte, elle est en tendance haussière de moyen terme, elle est plutôt solide, elle a fait sa consolidation récente. Donc si demain le CAC devait grimper, SPI serait parmi les candidats d'actions fortes qui continueraient sa hausse de moyen terme. ALBZ10, ça monte de moins en moins haut quand même sur Rexel. Oui, la valeur s'est mise dans une sorte de triangle de consolidation. C'est monté très haut très vite, ça a consolidé, c'est remonté, maintenant ça stabilise. On voit bien qu'il y a une zone horizontale ici, une zone oblique, mais concrètement, c'est une construction qui reste positive pour l'instant. Elle se met dans une sorte de triangle et la tendance de fond étant plutôt haussière, en théorie on sort statistiquement plus facilement par le haut que par le bas, sauf si les indices perdent 10%. Ça reste quand même par rapport à toutes les configurations que je vous ai montrées ici, une des configurations les plus solides. Rexel c'est solide, Bouygues c'est solide, Accor c'est solide, SPI c'est solide. Maintenant, je vais vous montrer 5 actions dans l'énergie. Regardez bien. D'un simple coup d'œil. Imaginez-vous à la place d'un enfant de 5 ans. On va montrer les graphiques à un enfant de 5 ans et on va lui demander de nous dire lesquelles sont haussières et fortes, lesquelles sont neutres ou baissières et faibles. Regardez bien la différence. Dites-vous que le pétrole monte depuis 9 semaines. Celui qui a acheté du CGG depuis 2 mois, il gagne à peine quelques pourcents. Elle a rebaissé en juin, elle s'est pris un gap baissier en juillet, elle nous a fait une belle hausse hier, mais aujourd'hui ça retombe. Au final, elle est baissière depuis 1 an. C'est scabreux, c'est compliqué, ça démarre pas, il y a des gaps baissiers. C'est pas beau. Valourec, contrairement à CGG, petit plus. La MM200 est haussière, les cours sont, on va dire globalement aussi à moyen terme. Et grâce à 9 semaines de hausse sur le pétrole, elle a réussi à gagner un petit peu de terrain, quand même. Elle a quand même pris ses 15% et elle est au-dessus des MM200. Donc, c'est mieux que CGG. Mais, quand on regarde Morel et Prom, on voit qu'ici, les cours sont quand même beaucoup plus dynamiques et tirés à la hausse. On voit que malgré un gap baissier, comme ça arrive sur les pétrolières, elle est repartie à pleine vitesse. On voit bien qu'il y a une sorte de dynamique un peu plus puissante. D'ailleurs, ce qu'elle fait actuellement me fait penser un peu à ce qu'elle avait fait ici. Hausse, chute forte, relance. Hausse, chute forte, relance. Il faut casser les 5 € pour pouvoir continuer la course. Mais encore mieux que Morel. Esso. On vient de 42 €, on est à pratiquement 60. Elle a gagné 45% en l'espace de 3 mois. Là, on a un proxy, on a un outil pour pouvoir jouer la hausse du pétrole. Le pétrole monte, Esso monte.
Elle arrivait même à monter certaines semaines alors que le pétrole se cherchait au préalable, avant les 9 semaines consécutives de hausse. Je vous l'ai indiqué en août à 51 euros. Elle est montée à 55, j'en ai reparlé à 52, 53 euros en disant petit à petit elle fait son nid. J'en ai reparlé à la cassure des 55 euros sur Twitter, elle est à 60 euros. Maintenant je considère qu'elle a gagné 18% par rapport au moment où je vous en ai parlé. Il y a certains qui coupent tout, il y en a d'autres qui prennent 50% de gain, il y en a d'autres qui prennent 30% de gain, il y en a qui remontent le stop de protection, il y en a certains qui vont remonter le stop sous les 58, il y en a d'autres qui vont mettre le stop sous les 55. Ça dépend de votre style, ça dépend de votre envie de garder le dossier, etc. etc. Ce que je vois, c'est que pour l'instant, il est plutôt corrélé pétrole. Si le pétrole se calme, évidemment, il se pourrait que ça consolide sur ESSO. Si le pétrole baisse de quelques pourcents, ESSO peut revenir sur les 55-56 qui serait un point d'entrée appréciable. Si le pétrole continue sa course, elle cassera les 60 et ce qui ouvrira la voie à un potentiel supplémentaire de 10 à 15% vers les plus hauts de 2022. Quand on regarde CGG qui est scabreuse et qui a du mal, Valorec qui monte par palier ou Morel qui peut être erratique avec un gros gap récemment, on se dit quand même que ESSO c'est plus simple. Et la reine de toutes, c'est bien évidemment Total Energy, puisque sur Total Energy, il n'y a même pas de repli, ça va tout droit. C'est magnifique. Total, elle est partie de 50-50, elle est à 63, elle a pris 24% en ligne droite, il n'y a pas de consolidation, il n'y a pas de gap baissier, il n'y a rien. Elle vient d'inscrire un nouveau plus haut historique, c'est magnifique. Je vous en avais parlé ici lors du double bottom à 50, je vous en ai parlé ici à la cassure à 52,50, je vous en ai parlé à la cassure des mêmes 200. Alors oui, il y a 1 an et demi, j'ai raté une entrée ici à 34 euros parce que j'attendais 32. Cette fois, je ne l'ai pas loupé à 50, 52. Je vous en ai parlé à plein de reprises dans les émissions et sur Twitter. Et si vous en avez en portefeuille, 1, on remonte le stop, 2, on sourit. Certains coupent 15%, 20%, 30% de la ligne pour se faire du bien, pour prendre un gain de 15 à 20%. D'autres remontent les stops de protection. Quoi qu'il se passe, désormais, vous ne pouvez pas perdre sur ce setup. Aussi, et pour finir avec le secteur du luxe, si demain baisse du pétrole s'il y a consolidation des cours, les meilleures actions à acheter seront Total et ESSO. Si demain le pétrole continue de grimper, ne vous dites pas qu'il faut acheter celles en retard comme CGG ou Valorec, ça ne fonctionne pas. Si le pétrole continue de grimper, il faudra se forcer à acheter soit du ESSO sur la cassure des 60, soit du Total en cas d'accélération au-dessus des 63, 63,20 par exemple. Maintenant, on passe au secteur du luxe et c'est un peu le même état des lieux que j'ai envie de faire. Regardez Hermès qui est haussière à moyen et à long terme. Elle n'a pas cassé sa MM200. C'est la valeur la plus solide du secteur du luxe. Regardez maintenant LVMH. Elle est non pas neutre comme Hermès, mais elle a cassé MM200 il y a maintenant un mois et elle est baissière en données journalières, donc elle est moins intéressante. Sa petite sœur Christian Dior a exactement la même tronche, elle a cassé MM200, elle est baissière en données journalières, elle est donc moins intéressante. Et la pire de toutes, la plus baissière, la plus sous-performance, c'est Kering, puisque Kering, ça fait pas 2 mois qu'elle baisse, ça fait déjà 6 mois. Dans pareille situation, si on veut acheter du luxe, on achète la plus forte, du Hermès, et certainement pas la plus faible, le Kering. Kering est moche, Christian Dior et LVMH restent belles à moyen long terme, mais sont baissières à court terme, et Hermès est un petit peu plus solide. Qu'est-ce que moi j'espérerais si j'avais envie d'acheter du luxe ? J'espérerais que le CAC consolide vers 6800 points, j'espérerais qu'Hermès casse MM200 pour aller chercher les 1685-1700 euros, et j'achèterais du Hermès à 1700 euros si elle perdait 10% par rapport au cours actuel. Mais je n'achèterai pas forcément LVMH puisqu'elle est moins forte qu'Hermès, et j'achèterai encore moins Kering puisque c'est la plus baissière de toutes les valeurs du luxe françaises.
Donc, que ce soit dans le secteur de l'énergie ou dans le secteur du pétrole, du luxe, excusez-moi, ça fait 1h20 qu'on fait cette émission, je commence à fatiguer. On laisse les plus faibles, on ne s'intéresse pas forcément à celles du milieu et on se focus sur les plus fortes. Les plus fortes dans le pétrole, c'est Esso et Total, la plus forte dans le luxe, c'est Hermès. L'Oréal, elle doit pas être loin d'Hermès, je pense, dans les plus solides, exactement. C'est la même tronche qu'Hermès, en un peu moins haussier, mais elle est tout aussi solide. Elle tient toujours sa zone horizontale et sa MM200. Donc L'Oréal et Hermès sont les deux plus solides du luxe. Et ici, sur L'Oréal, on pourrait tout simplement attendre qu'elle casse son oblique baissière. Vous tracez une oblique baissière par rapport au plus haut. Et vous n'achetez pas les supports ou les trous d'air ou les machins, vous attendez qu'elle casse cette oblique baissière. Donc soit elle monte comme ça, elle casse son oblique baissière, on achète. Soit elle fait un trou d'air, elle remonte, l'oblique baissière continue de descendre et c'est seulement à la cassure de l'oblique baissière qu'on va acheter la valeur. Allez, on termine cette émission. Sanofi, c'est de la pharma, c'est du solide, c'est aussi à court terme, moyen terme, long terme. Le fait est que ça a besoin de respirer. On vient de passer de 92 à 104. Elle a gagné 12%. Elle a besoin de respirer un peu. Mais on se dit que si elle revenait sur la même 200, comme elle l'a fait ici proprement début août, si elle revenait sur les 97-98 et la MM200 qui est haussière, ça pourrait être une opportunité d'en acheter sur repli parce que c'est le secteur pharmaceutique qui est un des secteurs les plus performants depuis 15 ans. Française des Jeux, c'est simple, efficace. Ça n'appelle pas à un jugement, à un je pense que, à moi je dis que ça va faire gna. C'est baissier dans un canal, les plus hauts sont de plus en plus bas, les résistances horizontales sont inscrites, on attend la sortie de canal. Ça sort par le haut, on achète, ça ne sort pas par le haut, on n'y touche pas. Point à la ligne. C'est bête et méchant, un enfant de 5 ans comprendrait. C'est plus dur pour l'adulte parce que l'adulte il a des biais, il a envie d'intervenir, il a envie d'acheter, il a envie de se dire que c'est pas cher, blablabla. Blablabla. Soyez objectif, strict, basique, efficace, on attend la cassure. Ensuite, John Deere aux États-Unis, le spécialiste des tracteurs, si je dis pas de bêtises. On est sur un titre qui s'est envolé littéralement en 2020, qui consolide depuis maintenant 2-3 ans, qui vivote autour d'une MM200 haussière. Je ne sais pas pourquoi autant de gens en parlent désormais. Je peux noter que les plus bas sont de plus en plus hauts. Et ici, on a une zone très clean sur les plus hauts historiques, vers 445-450 $. Elle a été testée une fois en 2022, une fois fin 2022, une fois mi-2023. Donc je me dis que si on venait à casser cette zone-là un jour pour une raison X ou Y, ce serait un signal fort de continuation de tendance. Donc plutôt que d'acheter les consolidations ne sachant pas où elles s'arrêtent puisqu'elle n'est pas propre autour des mêmes 200, j'aurais tendance à attendre la cassure du plus haut historique. Netflix, elle a baissé fortement fin 2021 jusqu'au début 2022. Elle nous a fait un beau rebond depuis, mais ce rebond ne reste qu'un rebond technique, si je puis dire. Le rebond technique fait long feu. Ici, il y a eu une fausse cassure. Elle a échoué sous une zone de gap ici qu'elle avait ouvert en 2022. Ça commence à patiner, ça commence à échouer sous résistance. On est en train de s'approcher du bas de canal et des mêmes 200. Faudrait pas passer sous les 370 $. Voilà. Pour celui qui veut vraiment acheter du Netflix sur repli et qui se dit de toute façon ça va monter, c'est trop bien et tout ça, la zone elle est là, c'est MM200, niveau horizontal, 370 $. Si on passe là-dessous, c'est que la dynamique baissière reprend. En fait, on pourrait estimer que la hausse qui s'est faite ici est un drapeau. Un drapeau, vous savez, c'est un canal à contre-tendance, c'est-à-dire qu'on a une chute, le mât, le drapeau haussier, et ensuite, en cas de sortie du drapeau, la baisse qui reprend. Donc voilà, celui qui veut acheter, il y a le support qui est ici qui doit absolument tenir, mais si on casse ça, c'est que le drapeau est en train de prendre le dessus et que ça peut continuer de chuter. Moi, ça ne m'intéresse pas.
Enfin, pour répondre à mon ami Eric, je vais regarder Schneider. Schneider, elle est haussière à moyen terme, elle est bloquée sous oblique. Ici aussi, on vivote autour des MM200. J'ai pas envie d'acheter MM200, je n'ai envie de l'acheter qu'en cas de signe de force. Donc qu'en cas de cassure de l'oblique baissière qui passe par les plus hauts. Il y a plein d'actions qui sont dans ce cas-là. On a vu Bouygues et Accor qui sont sous des résistances horizontales. On a vu Rexel qui est sous une résistance oblique. On a vu Hermès et L'Oréal qui sont sous des résistances obliques. Schneider est sous résistance oblique. Il y a deux solutions. Soit le CAC part à la hausse, elle casse ces valeurs dont je viens de parler, casse les obliques et on y va. Soit en fait le CAC a 5, 7, 10% à perdre parce que ça fait 4 mois qu'il est à l'horizontale et qu'à un moment donné ça pourrait corriger. Et si ça se passe, ça veut dire qu'on va échouer sous les obliques et chuter. Donc je n'achète pas les zones actuelles, j'attends que le marché me donne un signal. Si on casse des obliques, j'achète des actions. Si on ne casse pas des obliques, je prends mon mal en patience. Voilà. Et dernière valeur à regarder, CrossJet. Alors CrossJet, ça reste une medtech, c'est pas une biotech, mais ça reste du très spéculatif. On peut voir qu'elle essaye de former une base ici, elle essaye de former une base là, mais c'est un peu décevant ici ce qui s'est passé. Elle est partie à la hausse et puis elle a tout retracé, et ce malgré des news relativement positives. Donc je la trouve un peu décevante. Voilà. Elle est posée sur la même 200, mais on est en train de la casser. Il n'y a pas vraiment de dynamique en fait quand on regarde. Au final, c'est plat. Voilà. J'aurais espéré qu'ici il se passe quelque chose, qu'elle démarre quelque chose, puis qu'elle aille chercher sa zone de résistance. J'ai plutôt l'impression que ça fait un feu de paille pour l'instant. Donc moi j'en ai eu à un moment là dans la cassure des 3,90. À un moment donné j'étais en vacances, je gagnais 10%, puis j'ai allégé par la suite, ça prenait pas, donc je suis sorti du dossier. Voilà, 1h30 d'émission, j'espère que ça vous a plu. On achète ce qui monte, pas ce qui baisse, on laisse les valeurs baissières qui font des gaps baissiers, qui sont pas des bons dossiers. On touche pas aux bancaires comme Société Générale qui viennent de publier des plans décevants. Et on fait attention à soi en attendant que le CAC, les indices en général, prennent une décision. Sur ce, je vous remercie d'avoir été présent pour le live. Merci pour vos questions. Merci à tous ceux qui étaient en direct sur les différents réseaux sociaux. Je salue également ceux qui me regardent en version enregistrée. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne séance, une bonne semaine. Et on se retrouve sur Twitter dès demain, sur la newsletter la semaine prochaine et dans 2 semaines pour la prochaine émission. Et attendez, qu'est-ce que je dis ? On se retrouve demain pour l'interview du PDG de Thermador à 15h sur les réseaux sociaux. Vous verrez le live comme aujourd'hui. Demain 15h, j'interview Guillaume Robin, PDG de Thermador. Au revoir à tous.